Cette bataille spectaculaire mais d'importance secondaire s'est déroulée pendant la première campagne italienne de Bonaparte. Ce dernier gagna la confiance et la loyauté de ses troupes, qui le surnommèrent le Petit Caporal, en reconnaissance de son courage personnel. Pendant la Révolution française, la première campagne d'Italie, qui commença en 1796, fut souvent considérée comme secondaire en comparaison des fronts situés plus au nord. Après la victoire de Toulon en 1793, Napoléon Bonaparte fut nommé général de brigade. Il obtint par la suite le rôle de commandant de l'artillerie de l'armée d'Italie. Lorsque la campagne de 1794 débuta, Robespierre venait de tomber. Sachant qu'il le connaissait et qu'il avait eu des liens avec le milieu jacobin, Napoléon fut écarté quelque temps. Après avoir gagné la confiance du Directoire, il finit par obtenir le rôle de commandant de l'armée d'Italie, puisque le général Scherer eut des soucis de santé. Sa nomination fut effective le 2 mars 1796. Armé de ses idées et de son plan de campagne, Napoléon arriva le 27 mars à Nice pour retrouver ses troupes. De manière simple et généraliste, voici comment Bonaparte décrivait son plan. Faire accepter la paix au roi de Sardaigne, du Piémont-Sardaigne, conquérir la Lombardie, détruire l'influence de la maison d'Autriche, maître de la Lombardie, s'emparer des gorges de Trent, pénétrer dans l'intérieur du Tyrol, se réunir avec l'armée du Rhin et obliger l'empereur à conclure une paix qui réponde aux attentes de l'Europe. La France devait faire face à la première des nombreuses coalitions qui marquèrent l'Europe à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Cette coalition fut formée en 1792 dans le but de recadrer le royaume de France, à ce moment, qui souhaitait exporter la Révolution, avait envahi les Pays-Bas et tué son roi, notamment. Pendant les 2 premières années de cette guerre, la France fut attaquée de part et d'autre par les coalisés. Mais dès 1794, ceux-ci subissèrent quelques revers au nord et au sud, le territoire français initial étant libéré. Mais les offensives françaises de 1795 furent un échec cuisant pour les armées du Nord. Sur ce théâtre d'opération, les Autrichiens furent épaulés par le Piémont-Sardaigne, issu du royaume de Sardaigne. S'ajoute un des plus précieux alliés, l'Angleterre, qui apportait du soutien naval et financier aux membres principaux de la première coalition. Dans les esprits des hautes instances de l'état-major français, l'armée d'Italie devait détourner l'attention des Autrichiens et de ses alliés en Italie pour permettre aux armées de Jourdan et Moreau de marcher sur Vienne. L'armée d'Italie, créée en 1793 pour défendre Toulon et le sud de la France, est unique en son genre. Premièrement, elle ne défend pas les voies d'invasion du nord de la France et est géographiquement éloignée de Paris, ce qui lui permet en partie d'échapper aux purges politiques et à la mainmise des révolutionnaires. De ce fait, on a un commandement stable, et surtout très soudé. Par exemple, les généraux et futurs maréchaux, Murat, Masséna et Augereau, se connaissent bien et se sont très aguerris. Étant donné que l'armée d'Italie est moins sollicitée que les armées du Nord, elle possède un potentiel relativement préservé, notamment dans la cavalerie. Au début de cette campagne, les Français obtinrent quelques petits succès, puis remportèrent les batailles de Montenotte et Mondovì. Ainsi, les troupes de la République se retrouvèrent en position de force. Elles occupèrent la quasi-totalité du Piémont, de nombreuses places fortes stratégiques étaient en leur possession, forçant les Autrichiens à évacuer cette partie du territoire. En mai 1796, après avoir battu le Piémont-Sardaigne et signé la paix de Cherasco, Napoléon fait maintenant face aux Autrichiens du général Beaulieu. Le 2, l'armée d'Italie traverse le Pô à Plaisance alors que Beaulieu l'attend en force à Valenza. Au combat de Fombio, l'avant-garde française bouscule la division ennemie qui tient le village. Napoléon Bonaparte, après avoir passé le Pô à Plaisance donc, remonte la rive droite de l'Adda, un de ses affluents au nord, à la recherche de la faille dans le dispositif adverse qui lui permettra de franchir ce nouveau cours d'eau et de poursuivre l'ennemi. Ils arrivent à Lodi, ville située à 31 km au sud-est de Milan. Ils y découvrent le point faible qu'ils cherchaient. Un pont, intact, y relie la ville à la rive gauche de l'Adda. L'ouvrage, large de 12 mètres, vient de servir à faire traverser la rivière aux ultimes détachements autrichiens se trouvant encore sur la rive droite de l'Adda. Il est défendu par l'arrière-garde autrichienne, commandée par le général Karl Philipp Sebottendorf, et si ce dernier n'a toujours pas donné l'ordre de le détruire, c'est que les Autrichiens sont loin de s'attendre à subir si vite une attaque sérieuse des Français. La bataille se déroula donc au pont de Lodi, qui enjambe la rivière Adda à 31 km au sud-est de Milan. Elle mit aux prises les soldats français de l'armée d'Italie aux soldats commandés par Sebottendorf, qui eux-mêmes formaient l'arrière-garde de l'armée autrichienne de Jean-Pierre Beaulieu. Juché au sommet du clocher de l'église Saint-François, Napoléon observe attentivement le champ de bataille et, en attendant que les soldats de Lannes soient prêts à traverser, il fait porter son artillerie sur la rive droite.
Afin d'interdire aux Autrichiens de s'approcher de l'ouvrage et de le faire sauter, il les canonne pendant plusieurs heures sur la rive gauche. Sebottendorf recule ses troupes hors de portée des tirs français et les organise en 2 lignes. La première comprend 3 bataillons, la seconde, formée de 5 autres bataillons, se tient plus en arrière, appuyée par la cavalerie. À 17h, le général Beaumont est envoyé au nord-ouest chercher un gué pour prendre l'ennemi à revers, tandis que Quilmen pousse plus au nord et se dirige vers le pont de Cassano. Vers 19h, le 2e régiment de carabiniers, composé de savoyards, reçoit l'ordre de franchir le pont en premier. Les grenadiers, qui se sont organisés en colonne serrée derrière le rempart de la ville, doivent suivre. Les Savoyards s'avancent sous les ordres de leur chef de bataillon, Pierre-Louis Dupas, et une avalanche de mitraille. Le carnage est tel que leur élan en est un instant brisé. Les assaillants marquent un temps d'arrêt. Pour redonner courage à leurs hommes, Masséna, Berthier, puis Bonaparte lui-même s'élancent sur le pont et chargent les Autrichiens. Un geste qui n'est pas sans rappeler la bataille d'Arcole quelques mois plus tard. Quoi qu'il en soit, cette participation a un effet décisif sur le moral des soldats qui redoublent d'efforts pour franchir l'Adda. Leur exemple galvanise la troupe qui traverse le pont au prix de 400 victimes, les derniers arrivés enjambant l'amas de corps de ceux tombés devant eux. Simultanément, quelques tirailleurs parviennent à franchir la rivière à la nage, détournant en partie l'attention des défenseurs. Enfin, parvenus sur l'autre rive, les hommes de l'armée d'Italie engagent un terrible corps à corps, tandis que d'autres prennent pied sur une étroite bande de terre au milieu du cours d'eau et ouvrent le feu sur les Autrichiens postés sur la rive. Les Autrichiens sont repoussés derrière leur propre artillerie. Le reste de la division Masséna suit et s'étend sur chaque aile. La division Augereau, arrivée entre-temps, passe à son tour et prend position sur la rive gauche. Beaumont, qui a traversé l'Adda à Mosanica au nord, arrive sur les arrières autrichiens et déborde Sebottendorf, à qui Beaulieu, qui a gardé un œil sur la bataille, vient d'ordonner le repli. Après une brève poursuite, la victoire est acquise. En guise de témoignage, je vais vous lire la lettre du colonel Joseph-Marie Dessay du 29 Floréal en 4, soit le 18 mai 1796. Vous avez sûrement appris, mon très cher père, les succès glorieux et rapides de l'armée d'Italie. Il m'a été toutefois impossible de vous en instruire, car depuis notre arrivée à Nice, nous n'avons eu qu'un seul jour de repos. Nous avons été continuellement en course, d'abord sur les montagnes, couvertes de neige, où nous avons beaucoup souffert, et ensuite dans les plaines riantes du Piémont. Il en était temps car nous étions exténués de faim, de fatigue et de misère. Après avoir traversé le Tanaro, la Bormida, le Pô et le Tessin, nous nous sommes, comme un torrent que rien n'arrête, roulés sur les plaines de la Lombardie. La bataille du 20 Floréal, qui s'est donnée à Lodi, a été décisive. Nous avons, au pas de charge, traversé un pont très long ayant en front 30 pièces de canon et étant inquiétés sur notre flanc droit par des obus et un feu de mousqueterie très nourri. Nous avons pris 20 pièces de canon. Dupas s'est conduit comme un brave qu'il est. Cela fait honneur au pays. Je l'ai soutenu de mon mieux avec mes intrépides à l'Aubroge. J'ai été fort content de mon frère François. 2 fois, la cavalerie autrichienne nous a chargés, mais nous lui avons opposé un rempart invincible de baïonnettes. Elle a pris la fuite, nous l'avons chargée à notre tour et nous l'avons mise en pleine déroute. À minuit, nous étions encore à la poursuite de l'ennemi, et le combat a fini faute de combattants. Si nous avions eu le talent de Josué, et que nous eussions pu faire rétrograder les ombres de la nuit, il ne se serait pas échappé un Autrichien. Il faut cependant avouer qu'ils se battent mieux que les Piémontais. Le bilan autrichien fut de 153 morts, 1700 prisonniers et 20 canons perdus. Les rapports de Bonaparte ont décrit cette bataille comme une petite épopée, mais d'un point de vue tactique, Beaulieu avait bien réussi à s'enfuir. La bataille du pont de Lodi conclut de manière victorieuse le 2e acte de la campagne d'Italie. Le retrait des Autrichiens, au-delà du Mincio, avec l'abandon de places fortes, telles que Crémone et Pavie, donne aux Français la maîtrise de la Lombardie. Quelques jours plus tard, le 15 mai, ils entrent en toute tranquillité dans Milan, vide d'ennemis. À l'issue de la bataille, les soldats de l'armée d'Italie remettent à Napoléon le grade de caporal pour le courage dont il a fait preuve au combat. Alors pourquoi ce grade en particulier, alors qu'il possède déjà celui de général de division ? Au début de la Révolution, c'était les soldats qui devaient élire leurs officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel. La pratique, sans doute trop laborieuse, fut vite abandonnée. Les soldats ne purent choisir que les sous-officiers et la troupe. Après Lodi, où il s'est battu comme un simple soldat en s'élançant sur le pont, ces hommes élevèrent au grade de caporal le soldat Bonaparte, d'où le surnom affectueux qui perdurera pendant toute l'épopée et même au-delà de petit caporal.
à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas.